Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Avec grand bonheur, Confluent repart cette semaine à Ouachat sur la Côte-Nord pour s'entretenir avec Jonathan Saint-Onge, vice-chef du conseil de bande de la communauté de Ouachat-Macmahon-Tenam. Notre invité nous explique les raisons de son engagement en politique. Profondément attaché au territoire, il s'est notamment illustré dans la défense de la pêche au saumon, dans la protection du caribou et dans la mise sur pied des aires protégées autochtones. Il nous invite au passage à repenser notre rapport à la construction des barrages et à l'implantation des compagnies minières et forestières. Jonathan Saint-Onge est responsable de la justice et de la sécurité publique au conseil de bande de Ouachat-Macmahon-Tenam, qui travaille actuellement au déploiement de processus de justice plus conformes aux valeurs inoues. Notre invité est aussi président du club de curling de cette île et président du conseil d'administration de Tchuetin, la première ligne de chemin de fer détenue et exploitée par un groupe de Premières Nations en Amérique du Nord. Jonathan Saint-Onge, Koué. Merci de nous accueillir dans vos bureaux du conseil de bande dans la communauté de Ouachat. Vraiment, merci beaucoup de nous accueillir. Bienvenue. Jonathan, les communautés inoues de Ouachat et de Macmahon-Tenam sont gérées par un seul et même conseil de bande. Comment ça se fait que ces communautés résident toutefois sur deux territoires différents? Je te dirais tout d'abord, nous, on est identifiés par des rivières, des bandes. On a 4 bandes. On a la rivière Moisy qui appelle. Nous, on l'appelle la Meshtashipo, la Grande Rivière. Une partie de bande là-dedans, c'était les Meshtashipionout, les gens de la rivière Moisy. Une autre partie sur la rivière Sainte-Marguerite, Chelma Bistronout. Puis une autre partie dont ma famille, nous autres, les Saint-Onge, mon grand-père venait dans le coin de Pont-Cartier, il appelait Messeikapetagnonout. Les gens qui font du portage sur les terres humides, là. OK, oui. Puis il y a une autre banque qui sont plus à Godbout, Wewiokopetagnonout. Il y avait un poste de traite à Ouachat. Les gens venaient se procurer des choses, des outils, la farine, vendre leur fourrure. Puis le gouvernement, peut-être c'était plus facile pour lui de regrouper ces gens-là, parce que ces gens-là, ils étaient à Ouachat au tout début. Après ça, le gouvernement a voulu déplacer la communauté à Macmahon-Tenam. Macmahon-Tenam a été créé en 1950. Ils voulaient tout amener les Inuits là-bas pour avoir peut-être plus de liberté à cette île. Mais il y a certains membres de ma communauté, des aînés, qui ont dit non. Nous, on reste ici, on a toujours été ici. Puis c'est là que ça a commencé. Il y a certains gens qui ont été à Macmahon-Tenam. Puis là, c'est là qu'il a commencé à avoir 2 communautés, je te dirais. Ah oui. Puis aujourd'hui, le conseil de bande gère ces 2 communautés-là, mais sans oublier aussi à Shefferville. Les gens de Shefferville, Machimekouche, Lac-John qu'on appelle, c'est des gens de la rivière Moisy. J'étais Hibionout, mais c'est des gens qui ont décidé de rester au nord pour être plus près du territoire où il y avait de l'ouvrage aussi dans le temps avec Iron Ore, qui était là-bas. Ça a pris du temps avant qu'eux autres aillent leur conseil de bande, mais c'est tous des gens de la rivière Moisy, mais c'était Hibionout. Donc ces 4 rivières-là correspondaient à 4 familles, finalement? C'est ça. Il y avait des grandes familles. On ne pourrait pas dire juste Mishti Hibionout, il y avait une famille. Dans Mishti Hibionout, il y avait plusieurs familles, mais qui utilisaient la rivière, parce que nous, la rivière, c'est comme notre route pour se rendre dans le territoire. Après ça, il y en a qui viraient vers la droite, il y en a qui viraient par la gauche pour aller rejoindre leurs territoires familiaux. Mais c'était des territoires non fixe, je pourrais dire. Aujourd'hui, ils ont créé des cartes avec des territoires fixes que vous voyez ici, là, des lots à castor, que ça s'appelle. Ça a été créé par le gouvernement en rencontrant des aînés. Il les a invités ici à l'église, à Macmahon-Tenam. Ils ont dit, les aînés, c'est où vous sachez, vous? Bon, ils ont fait des cercles, puis ils ont reçu de l'argent pour ça, comme annuellement. Puis là, on dirait, aujourd'hui, c'est comme un trop pour nous autres, à avoir des territoires fixes, parce que anciennement, les Inuits ils partaient souvent dans le même territoire, mais il y avait pas, c'était pas fixe, c'était ça, ouais. Il y avait des partages entre eux autres. Les lois Castor, selon moi, c'était pour protéger la fourrure, pour pas que tout le monde chasse à la même place, là. Ouais. Vous, votre famille, vous y êtes très attaché. Vous avez une généalogie prestigieuse? Vraiment. Moi, de ma famille, de mon côté, mon père, qui sont les Saint-Onge, qui vient de Chibas Saint-Onge, qui est très connu ici.
il avait trouvé Colonel McCormick qui a voulu développer la foresterie à Pont-Cartier, dans le coin de Pont-Cartier. Ils sont venus ici, puis ils se sont perdus. C'est Chibas qui les a trouvés, puis il les a aidés. La bouffe, la bonne soupe, tout ça. Un accueil nous. Comme, Il a carrément sauvé le colonel McCormick. Exactement, oui. Il était mal en point quand votre ancêtre l'a trouvé. Vraiment, puis je te dirais que depuis ce temps-là, Chibas avait eu des bonnes... Colonel McCormick avait des reconnaissances, il a aidé des munitions, un peu de tout. Ouais. Mais un moment donné, je pense que selon les histoires de maison... Chibas était plus content parce que la forêt était toute coupée. Maintenant, il était fâché contre les foresteries, là, parce que ça ressemblait plus à son territoire. Ça le dérangeait, le développement. Là. Ah oui. Mais là, vous aviez déjà un exemple de cohabitation entre allochtones et autochtones. Là, comment ça se passe aujourd'hui? Une partie de la bande est enclavée carrément dans cette île? Ça a beaucoup amélioré dans mon jeune temps. Moi, je ne suis pas trop vieux, je te dirais, j'ai 38 ans. Là, mais, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de racisme, c'était très présent. Chez nous, en arrière, une rue en arrière, c'est comme la ville. Bon, c'est là que des fois, il y avait plusieurs allochtones, plusieurs autochtones, des Inuits de Ouachat, rassemblement pour se battre. Là. Oui, hein? Moi, j'ai connu ça étant jeune, puis c'était dangereux, là, c'était des coups de bon ton, puis tout ça. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins ça, parce que nous, on a le sport, les écoles qui nous aident un peu à faire des amitiés. Le racisme, ça vient des parents, on pourrait dire. Hein? C'est les parents qui disent à leur enfant, c'est les Inuits, eux autres, ne payent pas de taxes, font ci, ça, ils ont tous les droits, puis là, leurs enfants, ils deviennent comme eux autres. Sais-tu? Aujourd'hui, je pense qu'il y a de moins en moins ça. Aujourd'hui, je te dirais, c'est plaisant, vivre à cette île. La cohabitation est bonne, je pourrais dire, c'est ça. Et entre les institutions aussi, mettons entre le conseil de bande et la mairie? La communication est très bonne entre cette île et Ouachat maintenant. Oui, dans les côtés élus. Là. Ah oui. Puis justement, ça nous permet d'aborder, Jonathan Saint-Onge, le rôle du conseil de bande, hein, parce que c'est pas comme une municipalité, c'est beaucoup plus vaste comme rôle. Hein. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le rôle du conseil de bande? Au tout début, il n'y avait pas de conseil de bande. Hein. C'est comme... il y avait toujours quand même des chefs de famille, nous, dans le territoire. Là. Je te dirais, se gouverner entre nous, ça existait déjà dans le territoire. Il y avait un chef de famille, sûrement il y avait un chef de tous les chefs. Conseil de bande, nous, Ouachat maintenant, tous les conseils de bande des Inuits, des Atikamekw, c'est comme un gouvernement. Nous, on offre des services. On dessert l'éducation, la santé, la police, le sport et loisirs. Alors que les municipalités, eux autres, ils gèrent seulement la ville, le déneigement. Nous, on a plus de services qu'on offre à nos communautés, oui. C'est vraiment comme un gouvernement. C'est ça. C'est plus proche ça se rapproche davantage presque du gouvernement provincial. Et même davantage, parce que vous avez un aspect santé, notamment, vous avez éducation. Oui. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est de vastes dossiers. Là, vraiment. En plus d'avoir un grand territoire, il y a beaucoup de développement, beaucoup de personnes qui veulent venir là. Nous, le conseil de bande a le devoir de protéger ces Inuits-là, là, où ce que le développement veut se faire dans un territoire familial, nous, on doit défendre nos membres. Et quels sont vos rapports avec les gouvernements, justement, fédéral et provincial? Je te dirais, ça dépend toujours des partis qui sont à la place aussi. Nous, on surveille beaucoup qui va être au prochain gouvernement parce que nous, ça peut avoir beaucoup d'impact. Présentement, au fédéral, on a un parti libéral qui sont là, qui sont plus un peu, je te dirais, plus proches des Autochtones, qui reconnaissent la Déclaration des Nations Unies. Alors que si on aurait un parti conservateur, ça va être plus dur pour nous. Ça va être plus dur pour nous parce qu'il va y avoir des coupures un peu dans les services qu'on offre. Ah oui, oui. Parce que tout le financement vient du fédéral. Je dirais une bonne partie vient du fédéral. Après ça, c'est provincial. Ouais. L'éducation, c'est plus provincial. La santé, fédérale. C'est-tu l'emploi, là... Assurance-emploi. Assurance-emploi, c'est ça. C'est plus fédéral. Là. Donc, c'est selon les champs de compétences du fédéral et du provincial. Des fois, c'est tripartite. Comme la police, on a des ententes de tripartite. Là. Ah oui. Et au sein d'un conseil de bande, c'est quoi le rôle du vice-chef? Hein? Vous êtes vice-chef au conseil de bande de Ouachat Macmaniou-Ténam.
Votre rôle, c'est quoi? Je prends le rôle du chef quand le chef n'est pas là. C'est pas mal toutes ces tâches, je dirais, comme dans les communications, les médias, prendre la parole quand le chef n'est pas là, dans les événements, présider des réunions. C'est ça mon rôle pas mal, oui. À 38 ans, c'est jeune pour être vice-chef? Ou J'ai déjà été vice-chef en 2017, dans mon premier mandat. Le chef avait décidé de nommer 3 vice-chefs vu que... il y avait comme 3 parties de la communauté qui sont rentrées à la table. Moi, j'étais comme dans une des parties. Puis cette année encore, on m'a nommé pour 1 an. Et qu'est-ce qui vous a incité à faire le saut en politique? Comment c'est arrivé ce désir de vous impliquer en politique? Je te dirais, quand j'étais jeune, ma mère a été conseillère aussi. Le rôle que je fais aujourd'hui était là. Puis chez nous, ça parlait beaucoup de politique. Puis moi, j'ai été passionné de ça en écoutant les aînés venir chez nous, les personnes discuter de ça. Je me suis dit, c'est à cette place-là que je vais pouvoir changer les choses pour améliorer la qualité de vie de nos membres. Je savais qu'un jour, j'allais être assis ici. Parce que pour vous, c'est ici que le changement peut se faire. Vous savez, il y a des gens qui pensent que les conseils de bande devraient être abolis parce que c'est une création du fédéral, parce que c'est pas légitime. Comment est-ce que vous entendez ces critiques-là? Moi, je te dirais, je suis un élu plus consultatif. Quand les conseils de bande vont consulter adéquatement leur population, puis prendre leurs idées, aujourd'hui, comme vous dites, il y a certaines personnes qui n'ont pas confiance aux conseils de bande, c'est parce que je pense que les conseils de bande ne sont pas assez consultatifs. Puis là, les membres sont plus individualistes. Ils pensent juste à eux autres. Demain matin, je vais demander ça pour moi. Au lieu, moi, j'ai le goût d'amener la population vers... avec des consultations, que les membres devraient penser communautaire. Ils vont amener des idées communautaires. Ils vont se sentir plus écoutés. Ils vont donner des idées communautaires. C'est ça, je pense. Quand je suis rentré ici en 2016, il y avait beaucoup de tensions à la Rivière-Moisy. J'ai mobilisé les gens, les utilisateurs de la Rivière-Moisy. J'ai fait une consultation. J'ai travaillé beaucoup à rassembler les membres de la communauté pour aller se réapproprier de la rivière, pour la gérer nous-mêmes. Parce que le gouvernement, anciennement, il avait vendu des parties de territoire de notre rivière à des Américains qui sont encore toujours propriétaires de cette petite partie-là. Puis ça nous dérange, c'est sûr. Puis il y avait des pourvoyeurs, des gens de cette île, parce qu'il y avait des limites. Tu ne pouvais pas aller pêcher là-bas. Puis moi, quand j'ai mobilisé, les gens, ils ont dit, on reprend la rivière. Puis là, ils sont allés pêcher là. Le gouvernement sont venus. Première des choses qu'ils m'ont dit, on va vous acheter une des pourvoiries. On va commencer par ça. Parce que moi, ce que je demandais, c'est que le gouvernement achète des pourvoiries, il redonne ça à la communauté, puis nous, on va la gérer. Nous, on va accueillir les gens de cette île, les gens autour, les touristes. C'est ça. L'enjeu, c'est le tourisme. C'est une ressource économique. Vraiment. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi une dimension culturelle là-dedans, dans la pêche au saumon. Oui, beaucoup, je dirais, dans la pêche au saumon. Quand j'avais le dossier, j'ai consulté les aînés. La première chose que j'ai faite, j'ai demandé un rapport de consultation des aînés. Ils ont consulté 6 aînés. Comment ils vivaient, comment ils respectent la rivière. C'est quoi, eux autres, qu'ils devraient avoir comme règlement pour respecter le saumon. Ils auraient pu consulter plus d'aînés, mais en consultant les 6 aînés, puis les réponses ressemblaient tous. Alors, c'était vrai ce qu'ils disaient. Et c'est une source aussi de financement pour la communauté. Quand vous accueillez les touristes ou la pourvoirie, je te dirais, on a beaucoup encore à se développer en touristique. Là, on accueille des bateaux croisiéristes. Là, il y a certaines gens qui commencent des entreprises touristiques, nos pourvoiries. Mais notre pourvoirie vient de brûler avec les forêts. Là, au 28, la pourvoirie qu'on avait a passé au feu. Avec les feux de forêt, là. Ouais. Vous allez rebâtir. C'est sûr. Ça. Là, on repense peut-être de faire quelque chose de 4 saisons parce qu'il y a beaucoup de motoneigistes qui passent par là. Avant, c'était juste pour la pêche. Là, on pense peut-être accueillir des motoneigistes là, logement pour qu'ils puissent s'arrêter là. Jonathan Saint-Onge, vous êtes aussi reconnu comme un ambassadeur de la défense du caribou. Le chef McKenzie aussi a porté ce dossier-là jusqu'à l'international, jusqu'à l'ONU sur ce dossier-là. Diriez-vous que la question de la sauvegarde du caribou et celle de la protection du territoire sont intimement liées? Vraiment. Quand tu t'assois pour protéger le caribou, tu peux pas t'asseoir avec les minières. Soit tu choisis ton camp, tu protèges le caribou,
Ou tu veux faire des trous de mine pour protéger le caribou, alors on doit protéger contre la foresterie, contre les barrages, contre les projets miniers. C'est grâce au caribou qu'on est en vie aujourd'hui. C'est un animal très précieux. La même chose au Tcharoumèque aussi, le saumon. C'en est un des animaux qui nous ont aidés que je sois là aujourd'hui. Ouais. Donc pour vous, les minières, il faut vraiment arrêter ça, même si les Inuits avaient plus de part dans les décisions? Je te dirais, peut-être pas tout arrêter parce que faut quand même regarder un peu l'emploi, tout ça, mais c'est pas à n'importe quel prix. Sais-tu, moi, des ententes minières, selon moi, qui sont... J'appelle ça des ententes minables. Parce que c'est pas assez. C'est pas assez pour nous autres. Première fois, en 2012, le Conseil de bande avait consulté... consultation. En 2012, il consulte la population après avoir signé 3 ententes minières. Puis moi, lors de la consultation, j'étais encore un membre de la communauté où j'allais souvent aux consultations pour aller dire ma façon de penser. Puis là, j'ai réussi à faire dire au chef qui était présent là, j'ai dit, vous avez déjà signé les ententes. Oui. Il consulte après. C'est pas correct. Il avait dit dans ce temps-là, ça va être plus facile pour nous autres financièrement, on va mieux servir la communauté. Puis ils reviennent avec une autre entente plus tard. Il faut signer une autre entente. À chaque fois, c'est la même histoire. On va être mieux pour vous servir. Mais je pense que il n'y a aucune des ententes qui sont bonnes. Pour moi, en tout cas, là, je parle pour moi. Moi, j'ai jamais signé aucune des ententes qui sont destructeurs à la terre. Là. C'est mes convictions à moi. Mais je respecte mes collègues si les autres veulent aller de l'avant avec ça. Et quelles seraient vos priorités dans vos discussions avec les minières? Est-ce que c'est les redevances, c'est l'emploi, c'est la protection de l'environnement? Je dirais, moi, c'est plus la protection de l'environnement. Moi, dans mon mandat en 2016, j'ai embarqué dans les gardiens du territoire. Les gardiens du territoire, il y en a un peu partout là, au Canada, il y en a chez les Haïda. Moi, c'est ce que je voulais amener dans la communauté, puis c'est vers là qu'on s'en va. Ça avance tranquillement, mais on en a déjà des gardiens de territoire dans une des compagnies minières ici, là, qu'on a fait rentrer. On fait des cohortes d'éducation, on enseigne des gens à mieux surveiller le territoire. C'est ce qui serait bon d'un côté minière, surveiller nous-mêmes les déversements d'eau rouge. Il y a du poisson là. Je pense qu'un jour, le Conseil devra se rasseoir avec toutes ces compagnies-là puis aller revoir l'entente. Ils appellent ça des ERA, des ententes de répercussions et avantages. Et les gardiens du territoire, donc, ils sont attachés à une compagnie minière en particulier, mais ils sont à l'emploi du Conseil de bande ou... C'est même la compagnie minière qui les a pris, mais encore là, c'est pour mieux paraître. Sais-tu? La compagnie minière dont je parle, que je n'aimerais pas, là, mais présentement, ils sont fautifs dans le côté environnement. Ils ont des choses qu'ils n'ont pas faites correctement, mais ça a bien tombé. Nous, on venait de finir la cohorte. Lui, il engage les gardiens du territoire qu'on a enseignés. Là, il fait une petite annonce médiatique. Sais-tu? C'est comme pour mieux paraître aussi un peu. C'est ça, là. Du greenwashing. Faire attention un peu dans ce qu'on voit dans les médias. Puis Alors, les gardiens du territoire, ils ont la connaissance, mais dans le fond, ils peuvent rien en faire parce que c'est la minière qui les embauche. C'est ça, exactement, c'est ça. Puis, ça devrait être, dans les ententes, avoir des fonds exprès pour que nous, on ait nos gardiens. Indépendants, oui. C'est ça, puis qui puissent rapporter ici, là. On entend parler aussi beaucoup d'aires protégées autochtones. Est-ce que pour vous, c'est une avenue possible? Puis si oui, peut-être expliquer un peu qu'est-ce que c'est une aire protégée autochtone. Je dirais, j'ai tout le temps voulu faire ça, une aire protégée autochtone. J'ai vu en Australie qu'il y avait des aires protégées autochtones. Mais le gouvernement, lui, il fait du morcellement de territoire présentement par des aires protégées, par des réserves aquatiques permanentes. Lui, il morcelle le territoire parce que ça devrait être comme la réserve aquatique permanente qui est en vue à la rivière Moisy. Je ne sais pas s'il est encore là, mais il y a déjà une délimitation de ce territoire-là. Nous, ça devrait être un aire protégé autochtone parce que quand le gouvernement protège les territoires, il s'ouvre tout le temps une petite ouverture de porte. Quand le manque d'emploi, le manque d'argent au gouvernement va avoir, s'il y a du minerai, lui, il va y aller. Parce qu'il s'est laissé une petite porte ouverte. Nous, quand on veut protéger le territoire, ça va être vraiment pour protéger le territoire. Ce ne sera pas pour, dans les années futures, aller fouiller là-dedans pour aller ramasser les minéraux ou les terres rares, ils appellent. Oui, pour les batteries. C'est ça. Parce que c'est une vision...
On sent là, la notion de réserve aquatique, c'est vraiment, OK, on va protéger le cours d'eau. Ouais. Mais vous, quand vous parlez d'aire protégée autochtone, c'est que vous avez une conception plus large. C'est on va ça. protéger le territoire, l'eau, Oui. la forêt, tout ça. L'animal, tout ça est lié là, pour vous. Là. Vraiment. Vous n'allez pas segmenter. On protège juste le cours d'eau, mais le territoire, les arbres autour, on les coupe. Non. C'est illogique. Là. C'est vraiment tout protégé. C'est important pour moi. Quand je parlais aux aînés, ils disaient, c'est quoi le plus grand héritage que vous laissez aux jeunes? C'est le territoire. C'est ça qu'ils auraient voulu. Oui. Ben, c'est ça que je veux, moi, ici. C'est laisser un territoire, un beau territoire, pas trop brisé, pas trop détruit par les projets. Mais je peux comprendre que dans le monde, il y a des demandes comme la batterie. Mais je pense que ça mérite beaucoup de consultation de la population. Puis un plan à long terme. Un plan à long terme. Si on retire trop de fer, on envoie ça dans un autre pays, ça peut débalancer. Ça m'amène à là, moi, quand je réfléchis à ça. Quand t'es dans le beau, à côté de la traque de chemin de fer, là, tu vois plein de trains de minéraux. Là, c'est quand même... Une partie du Nitassinan qui s'en va en Chine et autres pays. Ah oui. Est-ce que les jeunes sont plus en prise avec le territoire maintenant ou avec ces préoccupations-là environnementales? Les jeunes, de plus en plus, je dirais, il y a une section, les pensionnats. Nous, la transmission, ça comme on dirait, ça a comme arrêté un peu. Parce que les grands-parents, leurs enfants étaient en pensionnat, ils n'ont pas pu transmettre le savoir-faire en forêt, aller camper, aller chasser, aller... Puis ces parents-là n'ont pas pu transmettre. Il manque un bout. C'est pas juste... Là, nous, les jeunes, on les amène en forêt avec l'école. Ils ont des possibilités d'aller séjourner en forêt quand c'est le temps de la chasse de l'automne, quand c'est le temps de la pêche au saumon. Ils les amènent là. Mais il faut aller aider ces parents-là aussi. Le conseil de bande doit investir de l'argent pour aller aider les parents qui n'ont pas eu la transmission. Et Jonathan Saint-Onge, au conseil de bande de Ouachat Macmagnotenam, vous portez aussi plusieurs dossiers, notamment celui de la justice et de la sécurité publique. Est-ce que c'est encore tout nouveau, je te dirais, c'est tout nouveau mon dossier. Présentement, c'est comme en début de mandat, ça fait 1 an qu'on est ici. On n'a pas beaucoup de rencontres encore avec le directeur de la SPUM, mais on travaille quand même... Présentement, c'est la lutte pour la drogue, nous autres. Là, on mise beaucoup là-dessus, je te dirais. Là. Ah oui. La SPUM, ça c'est... Service de police. De sécurité publique, oui. Ouachat maintenant. Il y a certaines communautés qui n'ont pas leur police parce que ça coûte cher. Hein. Le gouvernement, il finance pas assez. Et certaines communautés peuvent se le permettre d'investir eux autres même l'argent manquant, comme nous autres, la communauté, on peut se le permettre. Je pense que le gouvernement doit investir encore un peu plus parce que nous, on est comme le point central de la nation Innu, je dirais. C'est ici que ça roule pour... amener la drogue, tout ça, dans les autres communautés. Ça part d'ici, en avion, en train, en bateau pour aller à l'Est. Le gouvernement doit investir ici. Les discussions sont bonnes présentement. La lutte est encore là. Puis en marge des services de police, est-ce qu'il y a des initiatives de justice qui sont proprement Innu? Je te dirais, on travaille là-dessus. Présentement, le gouvernement, il met de l'argent, un peu des subventions, des comités de justice, justement. J'ai eu 2 rencontres dernièrement là, avec les gens du Québec, de le fédéral aussi, puis de la CSPNQL, qui est la commission de santé régionale, là, je te dirais. Oui. J'ai rencontré ces gens-là. Exemple, un homme qui fait voie de fait à quelqu'un ou à une femme, mettons. Au lieu d'aller purger la prison, tu vas aller faire de la couture. Tu vas faire de la couture pour les manteaux de femmes. Réparer. C'est ça. Réparatrice. C'est ça. Il y a certaines communautés qui font ça. Nous autres, on vient d'embarquer dans ça. C'est-à-dire, là, on va avoir des consultations avec la population. Comment ils voient ça, eux autres? Jusqu'à où qu'ils veulent aller avec cette prise en charge-là, on pourrait dire. Là. Et Jonathan Saint-Onge, vous êtes le premier président Innu du club de curling de cette île. Quand Catherine et moi, on a lu ça, on s'est dit, mais coudonc, est-ce qu'il y a une tradition de curling en milieu Innu? De ma famille, oui. Mon père jouait au curling, ses frères jouaient au curling. C'est pas un sport qui m'intéressait au tout début, là, quand je regardais la TV. Mais en vrai, c'est un sport très, très demandant, là, surtout dans la position que je joue, moi, deuxième. Ça fait 4 ans, je te dirais 5 ans que je joue au curling. Un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça m'impliquer dans le club. Puis je suis arrivé en assemblée générale annuelle il y a 2 ans maintenant
Justement, ils cherchaient un président. C'était une de mes missions à moi, en tant que président, d'amener des nouveaux joueurs, des jeunes, des Inuits. Donc ça fait partie du rapprochement aussi avec les Allochtones, avec les gens de cette île? Oui, pour moi, je pense que c'est un des lieux où que les Blancs puis les Inuits sont assis ensemble autour d'une table. Après les matchs, on s'assoit avec l'équipe adverse, tu t'assois autour de la table, là, vous parlez un peu de la game, mais ça s'en va toujours vers les histoires de chasse, parce qu'eux aussi, ils chassent l'orignal, tout ça, là, on s'amuse, là, on s'apprend à se connaître, puis ça crée des beaux liens. Là, tu les croises à l'épicerie, c'est des gens que tu connaissais pas avant. « Hey, salut! » C'est le fun. Le tissu social se construit comme Vraiment, ça. oui. Oui. Puis, Jonathan Saint-Onge, vous êtes aussi président du CA de Transport ferroviaire Chouetin, est-ce que c'est bien ça? Oui, depuis 2017 que je siège au conseil d'administration de Transport ferroviaire Chouetin, qui est un chemin de fer qu'on est propriétaire avec 3 communautés. Les Naskapi de Kawajgamash, puis les Machimekouche-Lac-John, qui sont en haut, 2 communautés, puis nous autres à Chamintenam. À partir d'Emeril jusqu'à Schefferville, ce bout-là, c'est Transport ferroviaire Chouetin qui gère ça. On en est fiers de ça. Donc, ça permet aux Inuits de Ouachat, Macmillan-Tenam, entre autres, d'aller à Matimécoche-Lac-John. Oui, plus d'aller dans le territoire aussi. Ah oui? C'est aller dans le territoire parce qu'il y a plusieurs camps. Puis avec ce chemin de fer-là, ben, ils arrêtent là, ils débarquent des Inuits. C'est comme ça que ça se passe, hein? Le train arrête quand les gens demandent, c'est ça? C'est ça, oui. Ou alors les gens se mettent au bord, puis le train arrête pour les prendre? C'est quand tu achètes ton billet. Moi, je vois au 177, puis, parce que c'est quand même 360 000 le train de long, là. Il y a plusieurs camps, je dirais, là. Les Inuits, ils sont présents dans le territoire. Alors, le chef de train a une liste des endroits où il doit s'arrêter? C'est ça, exactement. Puis il les va chercher avant d'arriver, il va chercher à toutes les cartes de bagages. Là, il prépare les bagages. Puis c'est plaisant. Dans le train, là, c'est plaisant. À un moment donné, si vous avez la chance d'embarquer, de faire un voyage à Schefferville, là, je vous le recommande. Puis je recommande ça à tout le monde. C'est un de mes rêves, en fait. Je recommande ça parce que embarquer dans le territoire, c'est voir le paysage aussi. C'est ça qui est plaisant, là. Tu longes la rivière Moisy, maintenant, tu es dans le territoire. L'hiver, tu peux voir de la perdrix, c'est plaisant. Et de Ouachat, Macmillan-Tenam jusqu'à Matimécoche-Lac-John, c'est 12 c'est 12 heures. 12 heures. Minimum. Minimum, oui. Minimum. Il peut arriver des bad luck ou il peut arriver plusieurs choses. Jonathan Saint-Onge, vraiment, Chinish Committee pour cette entrevue. Merci de nous accueillir. Ça a été hyper agréable. Vraiment. Super, très apprécié aussi. Je suis très content de transmettre un peu mon message à d'autres. Puis, je suis content. Un grand merci à tout le monde qui va écouter ce message-là. Merci à Jonathan Saint-Onge, vice-chef du conseil de bande de Ouachat Macmahon-Tenam, de nous avoir transmis au fil de cet entretien à Ouachat son immense amour du territoire et son indéfectible attachement à la culture Innu. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, visitez le www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Et d'ici là, chers auditeurs et auditrices, nous restons en compagnie de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.